Est-ce que lorsqu'on est artiste, on est forcément engagé? Il faudrait définir ce que c'est que d'être engagé, parce que par exemple, je ne crois pas qu'on puisse ne pas être engagé. Je veux dire qu'à partir du moment où on crée où on crée, même si on dit ah non non mais moi je fais un truc que de divertissement, déjà de dire ça c'est engagé. De toute façon, on est inclus dans une société, on y appartient, on en est pétri. On est pétri d'une esthétique aussi qui appartient à une époque. Et donc, de toute façon, on vit et on réagit dans cette époque. Colline, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Balance ton héroïne. Vous étiez la marraine de l'événement SACEM du 29 septembre dernier. Cet événement, c'était les rencontres culture et égalité. Et durant cet événement, vous avez tenu deux discours, des discours impactants. De par les rappels chronologiques de la place faite aux femmes dans notre société ou dans la société et leur justesse par les mots que vous aviez choisis. Aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que nous puissions ensemble en partager une pièce que nous avons définie toutes les deux. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, de faire évoluer les mentalités, l'égalité dans le milieu artistique? Je pense pour moi, il n'y a pas tellement de différence entre dans le milieu artistique. Bon, c'est le milieu que je connais, c'est le milieu sur lequel je peux éventuellement avoir une petite influence, mais pour moi, il n'y a pas tellement de différence, que ce soit dans les milieux artistiques ou tous les milieux, il y a un problème, quoi. Là, ce qui était vraiment important, c'est qu'on pouvait partager des expériences dans des choses, dans des moments et des choses communes qu'on vit, puisqu'on est tous artistes. Mais ce qui était bien aussi, c'est qu'il y avait pas mal d'hommes. Donc on sentait que c'est quelque chose maintenant qui commence à nous réunir et pas seulement à nous diviser. Ça, c'était très important. C'était très, très bien ça. Oui, oui, oui. Et ce qui fait que ça sera plutôt des espèces de chapitres comme ça, pas forcément un discours complètement construit, articulé. D'abord, j'ai eu envie de parler directement d'une chose, c'est l'histoire de comment on nomme les droits de l'homme. Moi, je n'en peux plus d'entendre ça, les droits de l'homme. Je pense qu'il faut parler maintenant des droits humains, ce qui est d'ailleurs la manière dont les anglo-saxons définissent ces droits, puisqu'ils disent human rights. Je crois qu'il faut arrêter de dire les droits de l'homme. Vraiment, il faut interdire ça. Il faut dire les droits des humains, parce qu'on est des humains. On pourrait aussi ajouter les droits des humains et des vivants sur cette planète, parce que les animaux vivent aussi et les plantes. Alors après aussi, j'avais une petite blague un peu sur le Covid, en disant l'épidémie, au début de l'épidémie de Covid, tout le monde disait le Covid car c'est un virus. Et puis quand cette maladie est devenue un fléau, ils nous ont forcés à changer son genre. Alors maintenant, c'est la Covid, hein, un truc féminin, maléfique, une maladie de sorcière. Eh bien non. Pour moi, c'est et ça restera le Covid, un virus, un truc pas sympa. Voilà. Alors ensuite, j'avais une réflexion sur l'histoire de qui nous sommes, nous, les femmes, dans ce monde, c'est un chapitre que j'ai appelé La moitié du monde. Et je dis, nous ne sommes pas une minorité sympathique comme les juifs, les homosexuels, ou bien en France, les arabes et les noirs. Nous sommes plus de la moitié du monde. Nous sommes celles qui fabriquons dans nos entrailles les biens les plus précieux, les enfants, la jeunesse, l'avenir de l'humanité. Et nos corps ne fabriquent pas que de la viande, ils fabriquent des cerveaux, de la chair pensante et vivante. Et pourtant, tous les jours sur cette planète, on nous disqualifie, on nous considère inférieurs, on nous colle sous un plafond de verre, on nous sous-paye, nous exploite gratuitement à la maison, on nous insulte, nous humilie, nous infantilise, nous vend, nous séquestre, on nous bat, nous mutile, nous torture, nous viole pour finalement, un jour sur deux, nous assassiner. Tous les jours, nous subissons la complicité passive des institutions judiciaires et policières avec les tortionnaires, même si cela change un peu, si peu. Si ce traitement était infligé ne serait-ce qu'une semaine à l'une des minorités sympathiques citées plus haut, la France serait à feu et à sang, debout dans la rue, à hurler son indignation. Et elle aurait raison. Mais pour les femmes, pas d'indignation, rien. Ça ne vaut même pas une manif.
Quand c'est un homme, c'est un crime. Quand c'est une femme, c'est la tradition. Et elles subissent cela depuis la nuit des temps. Quant aux religions qui nous ordonnent d'aimer notre prochain, on ne peut pas dire qu'elles aient beaucoup défendu les femmes. Par contre, certains membres de leur clergé aiment beaucoup les enfants. Quant à moi, j'aime vraiment beaucoup Dieu, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il a fait des trucs bien, mais j'ai un gros problème avec son personnel au sol. Comment continuer à supporter sans réagir que le christianisme clame à longueur de journée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et nous, alors, on est où dans leur slogan? Effacés, mis sous le tapis, disparus, honte à eux. La nouvelle religion, celle qui nous reliera vraiment, comme doit le faire une religion, devra dire au nom de la mère et du père, de la fille et du fils et du ventre des femmes. Il n'y a pas de Saint-Esprit, il y a un ventre. À propos du syndrome de l'imposteur, on a persuadé les femmes qu'elles étaient illégitimes à peu près partout hors de la sphère familiale. Et souvent, elles l'ont cru. Par exemple, si elles doivent parler en public, les femmes commencent presque toujours par s'excuser d'être là. C'est le syndrome de l'imposteur. Mais non seulement nous ne sommes pas des imposteuses, mais nous sommes les plus compétentes pour diriger les affaires du monde. Nous savons anticiper et organiser, nous pouvons faire 3, 4, 10 choses en même temps, nous sommes multitâches, nous savons étudier, penser, analyser, tout en voyant clairement les problèmes concrets, nous sommes rapides, nous savons négocier. Notre rôle dans la famille nous a obligés à faire tout cela. Et c'est devenu notre culture, mais aussi notre compétence. Une adaptabilité et réactivité hors pair aux crises et une éthique pour la collectivité. Le bonheur de nos enfants nous importe autant ou plus que le nôtre. Entre la banque et la santé, nous choisirons toujours ce qui sera bon pour nos enfants, pour l'humanité. Alors à propos de la création, tout le monde pour moi est créateur et créatif selon son histoire, ses capacités et ses désirs. Pour moi, la création artistique n'est au-dessus de rien. Je suis venue tout à l'heure avec un chauffeur de taxi qui, voyant que j'étais un petit peu fatiguée, m'a dit, tiens, on a le temps, on passe par le bois de Boulogne, vous prendrez un bon bol d'air au passage. Eh ben moi, je considère ce monsieur comme un créateur, parce que pendant une demi-heure, la demi-heure que j'ai passée avec lui, il m'a fait un bien fou, et j'espère lui en avoir fait un peu en retour. Il y a celles ou ceux qui fabriquent des fenêtres ou des charpentes à la main, ou qui enseignent tellement bien la lecture que votre enfant se met à dévorer des livres du jour au lendemain. Celles et ceux qui soignent les plaies physiques et morales dans les hôpitaux sans se prendre pour des mandarins tout en gagnant le SMIC. Il y a des millions de bénévoles œuvrant dans les associations qui font tenir debout la France. Il y a les paysans qui choisissent de nous nourrir sans nous rendre malades, qui refusent la chimie, font sortir de terre des tomates divines malgré l'abandon des pouvoirs publics. Il y a tant de gens formidables à qui un sourire, un geste de reconnaissance donne des ailes. Ce sont eux les créateurs importants. Les artistes sont des créateurs utiles, merveilleux, certes, mais pas plus importants que les autres, sans qui nos vies seraient un véritable enfer. Alors l'écoféminisme, on me demande parfois si je suis écoféministe. C'est comme si on demandait, est-ce que les yeux bleus sont bleus? Ben oui, oui, je suis écoféministe, parce que le meurtre de la terre et sa mise sous tutelle des femmes découlent de la même source, l'organisation patriarcale des sociétés humaines. Vous ne pouvez pas être écolo si vous n'êtes pas féministe, ni féministe sans une conscience écologique. L'écologie sera toujours une farce verte si elle ne tend pas vers la destruction du pouvoir patriarcal. Le postulat de base du patriarcat, c'est quelque chose m'appartient. Ma femme m'appartient, son corps et sa production, les enfants chargés de perpétuer l'espèce m'appartiennent. L'utérus, substance nourricière de l'enfant, m'appartient. La terre utérus, d'où provient tout ce dont je me nourris et qui a symboliquement la même fonction que l'utérus de ma femme, m'appartient. Ce qui m'appartient, je peux le faire vivre ou le faire mourir selon mon bon vouloir. Je peux disposer de la vie de ma femme, de mes enfants et de la terre, puisqu'ils m'appartiennent. Cette philosophie de l'accaparement, cette hubris qui empêche de voir que c'est nous qui appartenons au cosmos, ont littéralement nourri et pourri les sociétés humaines et les emmèneront à leur ruine. Que ce soit dans un régime oligarchique, théocratique, féodal, clanique, dans une monarchie constitutionnelle, une démocratie parlementaire ou une monarcho-présidentielle démocratie,
dans le socialisme, les régimes fascistes, les dictatures, dans le capitalisme social, le capitalisme financier, dans la société de l'information, de l'intelligence artificielle, etc., depuis toujours et partout, le fond de l'air a été patriarcal. Et les sociétés régies par les valeurs de l'accaparement. C'est comme lorsque vous ouvrez votre ordinateur. Vous pensez peut-être que vous êtes dans un environnement Windows ou macOS ou Linux ou Unix. Eh bien non, vous êtes dans le langage binaire, celui des 0 et des 1, celui qui sous-tend l'ensemble de vos activités informatiques, la base invisible de tout. De même, depuis que l'histoire se raconte et se transmet par l'écrit ou les peintures rupestres, les valeurs du patriarcat ont été le fondement des sociétés humaines. On ne sait même pas si un autre système a existé. Par contre, ce que l'on sait, c'est que nous sommes arrivés à un point où deux solutions se présentent. Soit le pouvoir patriarcal continue ses nuisances et l'humanité disparaît, ce qui ne serait pas une tragédie, car les animaux et les plantes pousseraient un ouf de soulagement. Soit nous nous débarrassons du logiciel patriarcal et choisissons de vivre dans une société de partage et de respect pour tout ce qui vit, humains, animaux et plantes, et nous choisissons d'abandonner les logiques d'accaparement. Et là, longue vie à l'humanité. À vous de jouer, la jeunesse. Bravo et merci. Je trouve ça très fort, cette synthèse, ces mots posés, cette créativité que vous avez de transposer les mots de notre société sur papier. Oui, c'est un petit peu mon boulot. Est-ce qu'on parle de boulot ou de mission, Colline? Oui, mais oui, bien sûr, mais ce qui est le problème, les missionnaires, vous savez, les missionnaires, ils ont quand même été extrêmement destructeurs. Et aussi, il y a une brise derrière la mission, c'est-à-dire que il y a le sentiment qu'on est au-dessus des autres. Moi, j'ai vraiment pas ce sentiment. J'ai le sentiment que euh, par une sorte de suite de hasard que sont celles de la naissance, de l'histoire, de la génétique, etc., j'ai eu un certain type de facilité pour, par exemple, faire des films ou penser, et que mon devoir, bah, c'était de m'en servir, voilà. Et surtout de servir. Pas tellement, comment dire, la mission, c'est presque religieux. Je ne suis pas fanatique, je supporte la discussion et qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Et, et surtout l'idée que de ne rien jamais imposer, c'est-à-dire d'accompagner un mouvement dans ce qu'il y a, dans les grands mouvements de l'humanité, il y a toujours un truc qui avance vers l'avenir et un truc qui résiste. C'est toujours été comme ça, révolution contre révolution. Et il faut savoir simplement à quel courant on appartient. Ben moi, j'appartiens au courant qui essaye d'avancer, qui peut se tromper aussi, mais qui essaye d'avancer vers quelque chose de nouveau, de différent, et où les leçons du passé sont prises en compte. Voilà. Eh bien, et vous continuez d'avancer parce que vous vous lancez le 23 octobre prochain au Théâtre Michel à Paris dans un seul en scène. Qu'est-ce qui vous a poussé à retrouver la scène et à monter sur les planches en 2023? Oui, je me lance pas, hein, je suis pas une balle. Hein. Non, non, mais j'ai jamais quitté la scène. Je suis née sur une scène, mes parents étaient dans le théâtre, etc. Euh, Toute ma vie, j'ai joué en même temps que je tournais. Le plateau, c'est aussi une scène, l'opéra, le cirque, etc. Et j'ai fait tous mes films en même temps que je jouais au théâtre le soir, ou bien quand j'étais en tournée. Et puis, ça fait maintenant 17 ans que je dirige un chœur où on donne énormément de concerts. Donc là aussi, je suis sur la scène, je fais le show, je parle des œuvres, etc. Donc, j'ai pas l'impression que tout d'un coup, quelque chose change. C'est simplement que là, j'avais écrit ce bouquin qui est paru chez Actes Sud, qui s'appelle Colline Serrault. Et puis, dans la foulée de ça, je me suis dit, ça serait peut-être bien de le dire, de le parler, parce que c'est aussi une manière. J'aime écrire, mais c'est aussi quand on les parle, quand on les vit, les choses, c'est vivant, ça passe. Et donc, j'ai voulu faire ça. Alors, je l'ai un petit peu joué à droite et à gauche, je l'ai rodé. Et puis là, j'ai rencontré Little Bros, cette production, et puis le Théâtre Michel, qui est un théâtre absolument magnifique, mais magnifique, un bijou 19e, une petite salle à l'italienne. Et là, vraiment, c'était le bonheur. On a fait un essai, puis ça a bien marché.
Et voilà, je me suis dit, je continue pour faire passer des idées, pour rendre les gens heureux aussi, parce que c'est un spectacle où les gens se marrent beaucoup. Enfin, c'est drôle, quoi. Ma façon de voir le monde, elle est extrêmement tragique et c'est pour ça que je suis drôle. Justement, vous êtes revenu, vous venez de revenir sur votre parcours et moi, je souhaitais savoir de quoi vous étiez la plus fière dans ce parcours. Ah, je suis, je sais, alors là, c'est une question difficile parce que d'une manière générale, je suis pas fière. Je pense toujours que je peux faire mieux la prochaine fois. Je suis fière de mes enfants. C'est une très belle chose de le poser là. Ils sont comme ils sont, ça, j'ai pas à le définir, ça ne regarde personne, mais moi, j'en suis fière, voilà. Ma seconde question, c'est est-ce que lorsqu'on est artiste, on est forcément engagé? Il faudrait définir ce que c'est que d'être engagé, parce que par exemple, je ne crois pas qu'on puisse ne pas être engagé. Je veux dire qu'à partir du moment où on crée où on crée, même si on dit ah non non mais moi je fais un truc que de divertissement, déjà de dire ça c'est engagé. De toute façon, on est inclus dans une société, on y appartient, on en est pétri d'une esthétique aussi qui appartient à une époque, et donc de toute façon on vit et on réagit dans cette époque. Donc on est, qu'on le veuille ou pas, on est engagé. Euh, Moi, quand j'entends engagé, j'entends aussi des fois des trucs ennuyeux, quoi. Moi, je n'ai jamais voulu avoir une étiquette parce que je fais des bulles de paradis avec mes films dans lesquels je voudrais que les gens rentrent, soient heureux pendant le temps où ils regardent le film ou la pièce de théâtre ou l'opéra ou tout ce que j'ai fait, qu'ils soient heureux et que à travers ce fait d'être heureux par la poésie, par la beauté, par le rire, par l'image, euh, quelque chose rentre dans leur inconscient, quelque chose qu'ils peuvent récuser ou qu'ils peuvent admettre, mais qu'en tout cas, à travers ce bonheur qu'ils ont eu là, quelque chose de ce que j'ai envie de dire passe, mais c'est un dialogue, c'est pas quelque chose dont je suis certaine à 100%. Sans eux, je ne peux pas exister sans eux. Un artiste, et un artiste surtout qui est dans les arts de la représentation, même de l'écrit, tous les artistes, on ne vit que parce qu'on est dans une société, parce que les autres nous regardent. Ça, c'est un bonheur, mais c'est aussi une injonction, c'est aussi quelque chose qui n'est pas facile. Et le dialogue avec les gens, c'est pas toujours, on trouve pas forcément toujours bien les mots et la manière de parler aux gens. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que la recherche du contact avec le public, c'est aussi l'art. Si l'art reste un truc perso pour s'exprimer soi sans contact avec les gens, ben c'est une forme d'engagement qui est contraire à ce que moi j'essaye de faire. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut après tout. Oui, est-ce que je suis claire? Je ne sais pas si je suis claire. Enfin, je veux pas faire un truc genre ah là là, je vais vous donner des leçons de morale. Quand on me donne des leçons de morale, moi je ferme le poste. Alors, J'essaye de mettre en vie des questions importantes pour moi, pour les autres, et de les mettre dans une forme qui soit quand on le regarde, qu'on soit heureux quand même. en fait, dans ma question, il y avait je suis créatrice et j'ai la capacité d'écrire des histoires et de les mettre en scène ou de les mettre en film. J'ai ce pouvoir-là. Et donc, en fait, à travers cela, je vais pouvoir adresser et porter des messages pour le plus grand nombre, soit pour les inspirer, soit pour les faire réagir, ou soit pour passer des messages forts à la société. Et pour moi, ça, c'est un grand pouvoir. Oui, mais vous avez raison. La question, c'est comment on utilise ce pouvoir. Parce que là aussi, la question du pouvoir, c'est complexe. Parce que moi, je le sens pas comme un pouvoir, mais comme aussi comme un devoir, plutôt. Ah, devoir plutôt que pouvoir. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire, si on m'a donné, je ne sais pas comment ni pourquoi, un certain nombre de dons pour faire ça, je le dois aux gens.
Non, mais vous tomberez toujours sur une espèce de méfiance de ma part. Non, mais je comprends. Parce que c'est pas par, comment dire, c'est par modestie plutôt, c'est pas, et pas par fausse modestie, c'est que je suis vraiment convaincue qu'on est très nombreux, très, très nombreux à participer au changement de cette société et que c'est difficile pour tout le monde et que j'en fais partie simplement. Pas plus, pas moins qu'un autre. En 2023, si vous deviez prendre la parole sur les réseaux sociaux comme le font certaines personnes qui ne sont pas engagées politiquement, qui sont indépendantes ou indépendants, sur quelle thématique prendriez-vous la parole aujourd'hui? Oui, sur quelle thématique? Ben, je pense que les idées que je développerai sont un peu en avance, là. Mais on est en train de... Parce que quand l'opprimé prend conscience de son oppression et commence à combattre, il devient un acteur agissant de sa vie. Quand l'opprimé ne sait pas qu'il est opprimé, ce qui est maintenant le cas pour beaucoup de femmes, bien sûr, mais aussi pour beaucoup d'hommes, c'est plus dur, et la confrontation, ça devient une confrontation au lieu qu'ils comprennent qu'ils ont tout à gagner, parce qu'ils ont depuis tellement longtemps été forcés à être des personnes et des êtres qui sont inaccomplis, qui sont à côté de la plaque sur le plan de la vie. D'ailleurs, on voit bien, c'est eux qui ont été aux affaires. On voit bien où ça nous emmène, quoi. On est quand même au bord du gouffre, sur le plan écologique en tout cas, et puis même là, les guerres qui se généralisent, c'est quoi? Vous voyez beaucoup de femmes là dans les gens qui décident les guerres, non? Il faut absolument que ce logiciel se renverse. Ça prendra du temps et c'est pas demain parce qu'il y a tellement d'enjeux. Il n'y a rien qui nous appartient. On est là pour une durée extrêmement déterminée. Hein. C'est pas un contrat indéterminé, c'est très déterminé. Et on va se barrer. Essayons pendant qu'on est là, de préparer des trucs bien pour les autres, quoi. Et je pense que tout découle de ça. À partir du moment où on prend conscience de cette imbécilité, on commence à avoir un autre rapport aussi avec la nature, avec son propre corps aussi. Pour moi, dans ma vie, le corps a été toujours extrêmement important. C'est-à-dire que la santé ne dépend pas des médicaments. Vous avez un hôpital dans votre corps. Traitez bien votre corps, nourrissez-le correctement, aimez-le et passez-vous de la médecine, mais complètement. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir lutter pour qu'on puisse manger, que le plus pauvre d'entre nous puisse manger des trucs sains, au lieu de s'empoisonner par la bouffe. Parce que comment ça se fait quand même que depuis 50 ans, moi quand j'étais gosse, je connaissais personne qui avait le cancer. Moi je suis née après-guerre, 47. J'ai jamais. La première personne qu'on a, mais c'était dans les années 60. Mais maintenant, vous n'en connaissez pas 10, vous n'en connaissez pas 20, vous en connaissez des centaines. Là, il s'est passé un truc qui ne va pas du tout. Un massacre de la terre. Et nous, on se nourrit de quoi? De la terre. Donc, ça encore, c'est le massacre, le massacre permis. Je dirais ça. La santé, c'est la première chose. Si vous êtes en santé, si vous vous occupez de votre hôpital, si vous laissez faire votre hôpital, les labos vont crever parce qu'ils auront plus assez de fric. Et quand vous allez être en santé, là, vous allez commencer à pouvoir vous battre avec des vraies forces. Il y a ça, et c'est ça que j'aurais envie de dire. Et surtout, arrêtez de consommer, quoi. Mais juste, arrêtez de consommer. Vous ouvrez votre placard, vous avez des fringues pour 200 ans. Ça s'use pas, les fringues. Et qu'est-ce que c'est que ce truc d'acheter 36 fringues par jour, quoi? Quelle drogue, quelle tristesse, quelle... euh, donc, il n'y a que l'extérieur, quoi, qui compte. Mais bien sûr, vous pouvez être séduisante, belle, beau, c'est pas la question, mais pas cette espèce de course. Mais on est littéralement envahi dans nos maisons partout d'objets inutiles, quoi. Donc, arrêtons cette consommation, achetons que des trucs dans les brocantes ou de seconde main et, et essayons surtout d'avoir le minimum, parce que le minimum, on est super heureux avec le minimum. Alors, ce qui est terrible, c'est qu'au lieu de préparer cette décroissance, cette alter-croissance, qui n'est pas une décroissance, qui est une croissance d'autre chose, on va s'y trouver confronté par des questions de misère et d'économie et de guerre. Mais ça va vers ça.
Vous êtes sur le podcast Balance ton héroïne et moi j'ai une question à vous poser, Colline. Qui est votre héroïne? Héroïne. Bah, déjà, mon héroïne, c'est ma mère. Première héroïne, elle est géniale. Elle était géniale, ma mère. Sans aucune nuance, hein. Savez-vous que, en fait, il y a sur Balance ton héroïne et ces 45 épisodes, il y a 5 interviews d'hommes. Et Et ces hommes, lorsqu'ils me parlent de leur mère, parce qu'ils la citent à chaque fois que je pose la question, il y a une très, très grande émotion qui survient. Et l'émotion est tellement forte parfois qu'ils sont submergés par l'émotion au micro du podcast en parlant en évoquant leur mère. on sait bien que c'est nos mères qui nous ont fabriqués, élevés, enseignés, en fait, enseignés sous toutes ses formes, la vie, les valeurs, et puis la survie. On a vécu une personne qui vraiment était concernée par notre survie. Mais c'est la figure maternelle qui est très importante. Oui, C'est ça que je voudrais dire. C'est la fonction maternelle qui est vitale, qui est celle-là qui... et la fonction paternelle est très belle aussi, si elle n'est pas paternaliste. Et c'est mais dans un monde patriarcal, la fonction maternelle est tellement effacée, est tellement, comment dire, comme un truc normal qui de toute façon est là et on comprend pour acquis, quoi, que c'est important de la définir. Et voilà, c'est pas un hymne à ma mère particulièrement dont j'ai pas envie de parler personnellement. C'est pas personnellement, c'est cette fonction-là qu'elle a bien remplie et qu'elle a remplie de manière à nous construire que j'aime. C'est ça. Et tout le monde a droit à cet amour-là et à cette fonction-là. merci en tout cas de m'avoir Merci accordé beaucoup. ce temps aujourd'hui. Et puis on se retrouve le 23 octobre à Paris. D'accord. Ok, merci, hein.